Le téléphone a sonné à 10h30 du matin, et la voix à l'autre bout du fil m'a fait oublier comment respirer. C'était Monsieur Garnier, le directeur de mon agence du Crédit Lyonnais, où je suis cliente depuis plus de 30 ans. Il ne m'avait jamais appelé chez moi, jamais. Et son ton n'était pas celui de la courtoisie bancaire, c'était celui de l'alerte. « Madame Montreval, êtes-vous assise en face de moi en ce moment ?» Mon cœur s'est emballé avant même que mon cerveau ne traite la question. J'étais chez moi, en train d'éplucher des pommes de terre pour le déjeuner, les mains mouillées et le tablier taché de terre. Henri était sorti tôt pour régler quelque chose à la banque, de la paperasse de retraite, avait-il dit. Rien de grave. Mais cette question n'avait aucun sens. Non, je suis chez moi. Pourquoi ? Le silence qui a suivi était trop lourd. Quand Monsieur Garnier a finalement parlé, chaque mot est tombé sur moi comme une pierre. Parce que votre mari est ici avec moi en ce moment, exigeant le retrait total des économies du compte joint. Et à côté de lui se trouve une femme utilisant vos documents, habillée comme vous avez l'habitude de vous habiller et qui prétend être vous. Ma première réaction a été de nier. C'était impossible. Henri était à la banque pour régler de la paperasse, pas pour comploter quelque chose dans mon dos. Nous étions ensemble depuis 40 ans. Il ne m'avait jamais donné de raison de me méfier. Jamais. Mais alors pourquoi cette femme était-elle là? Pourquoi utilisait-elle mes documents? Pourquoi Henri ne m'appelait-il pas pour s'expliquer? Ma tête s'est mise à tourner, mon estomac s'est retourné, et avant même que je puisse réfléchir correctement, je courais déjà vers la chambre pour prendre mon sac et mes clés. Monsieur Garnier m'a demandé de venir à l'agence immédiatement, qu'il n'autoriserait rien sans être certain de l'identité de chacun. Je l'ai remercié sans pouvoir en dire plus, et j'ai raccroché. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai laissé tomber mon portable par terre. Je l'ai ramassé, j'ai regardé l'écran, et pendant un instant j'ai pensé appeler Henri. Mais je ne l'ai pas fait, parce que quelque chose en moi savait déjà que ce n'était pas qu'une trahison. C'était quelque chose de pire. Le trajet jusqu'à l'agence du Crédit Lyonnais, dans le centre de Lyon, a duré 15 minutes, mais il m'a semblé durer une éternité. Je conduisais en pilote automatique, brûlant les feux orange, ignorant les klaxons, incapable d'arrêter d'imaginer des scènes qui me détruisaient de l'intérieur. Henri, avec une autre femme. Henri me mentant depuis des mois, peut-être des années. Henri vidant notre compte, prenant nos 180 000 €, les économies de toute une vie de travail comme infirmière à l'hôpital et s'enfuyant avec quelqu'un que je ne connaissais même pas. J'ai essayé de trouver des signes. J'ai essayé de me souvenir s'il était différent, distant, froid. Mais non. Henri était toujours le même. Peut-être même plus attentionné ces dernières semaines. Il préparait le petit déjeuner, me demandait comment s'était passée ma journée, regardait les informations à la télévision avec moi tous les soirs. Comment quelqu'un comme ça pouvait-il me trahir? Comment quelqu'un comme ça pouvait-il me voler? J'ai garé la voiture dans n'importe quelle place que j'ai trouvée et j'ai pratiquement couru jusqu'à l'entrée de l'agence. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes, dans ma gorge, dans mes poignets. J'ai passé la porte tournante en verre, traversé le hall rempli de clients qui attendaient et je me suis dirigée directement vers la réceptionniste. Elle m'a reconnue immédiatement et sans que j'aie besoin de dire quoi que ce soit, elle a pointé le couloir du fond. « Bureau du directeur, madame, il vous attend. » J'ai remercié d'un signe de tête et j'ai continué, sentant mes jambes faibles, tout mon corps trembler. Quand je suis arrivée à la porte du bureau, j'ai respiré profondément, essuyé mes mains moites sur mon pantalon et j'ai frappé. La voix de Monsieur Garnier est venue de l'intérieur, grave et contrôlée. « Entrez, madame. » J'ai ouvert la porte et pour la première fois en 40 ans, je n'ai pas reconnu mon propre mari. Henri était assis sur l'une des chaises en cuir face au bureau du directeur, avec une posture courbée, les épaules tombantes, le visage pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Il ne m'a pas regardé quand je suis entrée. Il n'a même pas levé la tête. Et à côté de lui, si proche que leurs épaules se touchèrent presque, se trouvait une femme qui a glacé mon sang. Elle portait une perruque blonde, courte et bien coupée, exactement du même ton que mes cheveux. Elle portait d'énormes lunettes de soleil, même à l'intérieur du bureau éclairé, et un manteau beige que je jurais avoir vu dans ma propre garde-robe. Elle n'a pas bougé quand je suis entrée. Elle n'a pas parlé.
Elle n'a pas réagi. Elle est simplement restée là, statique, comme une poupée de cire habillée pour m'imiter. Monsieur Garnier s'est levé immédiatement et a fait un geste pour que je m'asseye sur la chaise vide à côté de son bureau. J'ai obéi, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette femme. Elle était plus jeune que moi, peut-être une 50aine d'années, mais de loin, avec cette perruque et ce manteau, elle aurait pu passer pour moi. Et cela m'a terrifiée plus que n'importe quelle trahison, parce que ce n'était pas une maîtresse, c'était une imposture. « Madame Montreval », Monsieur Garnier a commencé, d'une voix ferme mais prudente. « Monsieur Henry est arrivé ici il y a environ 40 minutes demandant le retrait total du compte d'épargne joint que vous et lui détenez chez nous. Il a présenté ses documents d'identité et des documents qui, soi-disant, seraient les vôtres. Cette femme à côté de lui s'est présentée comme étant vous. Il a fait une pause, me regardant dans les yeux. Mais quelque chose m'a paru étrange. La signature ne correspondait pas parfaitement, et son comportement aussi. C'est pourquoi je vous ai appelé. J'ai finalement regardé Henry. Il continuait sans me regarder, les yeux fixés sur le sol, les mains tremblantes croisées sur ses genoux. Il n'y avait pas d'arrogance en lui, ni de défi, ni de colère, seulement de la peur. Une peur profonde, viscérale, que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Henry ne me trahissait pas. Henry était contrôlé. J'ai regardé de nouveau la femme. Elle restait immobile, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Ses épaules s'étaient tendues, sa respiration, auparavant imperceptible, était devenue plus rapide. Elle savait que je savais. Et pourtant, elle n'a rien dit. Elle est simplement restée là, attendant. Attendant quoi? Que je signe aussi? Que je les laisse prendre notre argent? Que je crois que tout cela était réel? Mon esprit travaillait vite, reliant des pièces qui n'avaient pas de sens seules, mais qui, ensemble, formaient un tableau terrifiant. Henry avait été contraint. Quelqu'un l'avait menacé. Quelqu'un l'avait forcé à venir ici avec cette femme, à demander le retrait de l'argent, à signer des papiers. Et s'il n'obéissait pas, que ferait-il? Me ferait-il du mal? Tuerait-il quelqu'un de notre famille? J'ai respiré profondément, essayant de contrôler la panique qui montait dans ma gorge, et j'ai regardé Monsieur Garnier. Je dois parler à mon mari, en privé. La femme a bougé pour la première fois. C'était un mouvement presque imperceptible, mais je l'ai vu. Elle a légèrement tourné la tête dans la direction d'Henry, comme si elle envoyait un avertissement silencieux. Henry n'a pas réagi. Il a continué à regarder le sol, paralysé. Monsieur Garnier a hésité, a regardé la femme, puis moi, et a finalement acquiescé. « Bien sûr, madame, mais je vais devoir demander à cette personne de rester ici avec moi pendant que vous parlez. » La femme n'a pas protesté. Elle n'a pas dit un mot. Elle est simplement restée assise, rigide, contrôlée, comme si elle suivait un script répété. Henry s'est levé lentement, comme si chaque mouvement lui faisait mal, et est sorti du bureau avec moi. Nous avons marché jusqu'à un petit espace réservé dans le couloir, loin des regards des employés et des clients. Dès que nous avons été seuls, il s'est effondré. Il n'a pas pleuré, mais tout son corps a tremblé, et il a dû s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Henry, qu'est-ce qui se passe ?» Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'aurais cru, mais à l'intérieur j'étais détruite. Il m'a finalement regardée, et ce que j'ai vu dans ses yeux était de la pure terreur. « Élise, ils ont dit qu'ils allaient te tuer. » La phrase est tombée comme un coup de poing dans l'estomac. « Qui? Qui a dit ça ?» Je ne sais pas. 2 hommes m'ont abordé quand je suis sortie de la maison ce matin. Ils savaient tout sur nous. Où nous vivons, où tu as travaillé, où nous faisons nos courses. Ils ont dit que si je ne coopérais pas, si je n'amenais pas cette femme à la banque et ne faisais pas le retrait, ils allaient te faire du mal. Il a avalé difficilement. Sa voix s'est brisée. Ils ont dit qu'ils te surveillaient maintenant. Que si j'essayais d'alerter la police, si j'essayais de t'appeler, tu mourrais. Mon monde a basculé. Tout avait un sens maintenant. La femme déguisée, les faux documents, le comportement d'Henry. Il ne me trahissait pas. Il essayait de me sauver. Mais en même temps, il livrait tout ce que nous avions. Et je ne pouvais pas laisser cela arriver. « Henry, écoute. » J'ai tenu son visage avec mes 2 mains,
le forçant à me regarder. « Ils bluffent. S'ils voulaient me tuer, ils l'auraient déjà fait. Ils veulent juste l'argent, et nous n'allons pas le leur donner. » « Élise, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, et nous allons mettre fin à cela maintenant. » Nous sommes retournés dans le bureau du directeur. La femme était toujours assise, immobile, mais quand je suis entrée, j'ai remarqué quelque chose de différent. Elle était nerveuse. Ses doigts tambourinaient légèrement sur l'anse du sac qu'elle tenait sur ses genoux. Elle savait que le plan s'effondrait. J'ai regardé Monsieur Garnier et j'ai parlé avec un calme que je ne savais pas avoir encore. « Monsieur Garnier, je voudrais demander que le retrait soit traité avec quelques vérifications supplémentaires. J'ai besoin que la direction régionale de la banque soit notifiée et j'aimerais également qu'une escorte de la police nationale soit présente lorsque nous sortirons d'ici avec l'argent. J'ai peur que nous soyons agressés juste après le retrait. » La réaction a été immédiate. La femme s'est complètement raidie. Le sac sur ses genoux a bougé et elle l'a serré plus fort. Monsieur Garnier a compris immédiatement. Il a pris le téléphone interne et sans quitter la femme des yeux, a dit calmement « Simone, appelez la police. Nous avons une situation de sécurité ici. » Et c'est alors que tout s'est effondré. La femme s'est levée brusquement, renversant la chaise, et a essayé de sortir du bureau. Mais Monsieur Garnier a été plus rapide. Il s'est placé devant la porte, bloquant la sortie, et a crié à la réceptionniste de verrouiller les portes de l'agence. En quelques secondes, 2 agents de sécurité sont entrés dans le bureau, immobilisant la femme avant qu'elle ne puisse réagir. Elle a crié quelque chose d'inintelligible, mais n'a pas résisté physiquement. Et quand les policiers sont arrivés, quelques minutes plus tard, ils ont fouillé son sac et ont trouvé ce que je soupçonnais déjà, une arme. Mais elle n'était pas réelle. C'était une réplique en plastique peinte pour paraître vraie. Un bluff. Tout était un bluff. Vous savez, parfois on passe toute sa vie à penser qu'on connaît quelqu'un, qu'on sait exactement comment on réagirait dans une situation de danger, mais la vérité est qu'on ne sait jamais vraiment jusqu'à ce que ça arrive. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que je n'ai pas été courageuse. J'ai été lucide. Et peut-être que c'est ça qui nous sauve quand tout s'effondre. Pas le courage aveugle, mais la lucidité froide de voir le bluff derrière la peur. Si vous m'écoutez maintenant et que quelque chose dans mon histoire vous a touché, si d'une certaine manière vous vous êtes vu en moi ou connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, laissez un like sur cette vidéo et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Savoir que je ne suis pas seule dans ce voyage fait toute la différence. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour suivre le reste de mon histoire, parce que ce qui vient ensuite va montrer que le pire n'est pas toujours ce qu'on imagine. Les policiers emmenèrent la femme menottes au poignet, et je restais là, dans le bureau de Monsieur Garnier, incapable de bouger, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Henri était effondré sur sa chaise, le visage entre les mains, les épaules secouées par des sanglots silencieux qu'il essayait de retenir. Je m'approchai de lui, posai ma main sur son épaule, et pour la première fois depuis des heures, il leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, gonflés, remplis d'une douleur que je n'avais jamais vue chez lui. « Élise, je suis tellement désolée. Je pensais que c'était la seule façon de te protéger. Je pensais qu'ils allaient vraiment te faire du mal. » Je m'agenouillai devant lui, tenant ses mains tremblantes dans les miennes. « Henri, tu n'as rien à te reprocher. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Mais maintenant, il faut tout raconter à la police. Il faut qu'ils sachent exactement comment tout a commencé. » Un inspecteur de la police nationale, un homme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et à la voix calme, entra dans le bureau quelques minutes plus tard. Il se présenta comme l'inspecteur Moreau et nous demanda de lui raconter tout depuis le début, sans omettre le moindre détail. Henri prit une longue inspiration, essuya ses yeux avec le revers de sa manche et commença à parler. « Ce matin, je suis sorti de chez nous vers 8h30 pour aller acheter du pain à la boulangerie du coin, comme je le fais tous les matins. Mais en sortant de l'immeuble, 2 hommes m'ont abordé. Ils portaient des vestes sombres, des casquettes, et l'un d'eux avait des gants en cuir noir. Celui qui a parlé m'a appelé par mon nom complet, Henri Montreval, et m'a dit qu'il savait tout sur moi. Où je vivais, où ma femme avait travaillé, combien d'argent nous avions à la banque. Il a même mentionné notre petite fille, Clara, qui vit à Grenoble.
Il a dit son nom, son âge, l'école où elle va. La voix d'Henri se brisa, et il dut s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. Il m'a montré une photo sur son téléphone. C'était Élise. Elle était assise sur un banc, dans le parc, près de chez nous, en train de lire. La photo avait été prise il y a quelques jours, j'en suis sûre, parce qu'elle portait le même manteau qu'elle avait mis mercredi dernier. Et puis il m'a dit « Si tu ne fais pas exactement ce qu'on te demande, ta femme ne rentrera pas vivante à la maison ce soir. » L'inspecteur Moreau notait tout dans un petit carnet, sans interrompre, son visage restant impassible mais attentif. Henri continua, la voix de plus en plus fragile. Ils m'ont donné des instructions très précises. Je devais retourner chez moi, prendre nos documents bancaires et les retrouver 1 heure plus tard à 2 rues de là, devant une pharmacie. Ils m'ont dit de ne parler à personne, de ne pas appeler la police, de ne même pas prévenir Élise. Sinon ils sauraient et elle mourrait. J'ai obéi. Je suis rentrée, j'ai pris les papiers et je suis revenue les voir. C'est là qu'ils m'ont présenté cette femme. Elle était déjà déguisée, avec la perruque, les lunettes, les vêtements. Ils m'ont dit qu'elle se ferait passer pour Élise au Crédit Lyonnais, qu'on irait ensemble retirer tout l'argent et qu'ensuite ils nous laisseraient tranquilles. Ils ont dit que si j'essayais de fuir, si je faisais quoi que ce soit de suspect, quelqu'un d'autre qui surveillait Élise en ce moment même recevrait un signal et agirait immédiatement. Je sentis mon estomac se nouer en entendant ces mots. Henri avait vraiment cru que ma vie était en danger. Il avait vécu ces heures dans une terreur absolue, convaincu qu'un faux pas de sa part me tuerait. Et je ne savais même pas. J'étais chez moi, tranquillement en train de préparer le déjeuner, sans me douter une seule seconde que mon mari était en train de vivre un cauchemar. L'inspecteur Moreau posa son stylo et regarda Henri droit dans les yeux. « Monsieur Montreval, vous souvenez-vous de détails physiques précis sur ces 2 hommes ? Taille, corpulence, accent, cicatrices, tatouages, quoi que ce soit qui pourrait nous aider à les identifier. » Henri réfléchit un moment, puis secoua la tête. Ils étaient tous les 2 de taille moyenne, peut-être 1m75, 1m80. Celui qui a parlé avait un léger accent, mais je n'arrive pas à dire lequel. Peut-être de l'Est, bulgare ou roumain, je ne sais pas. L'autre n'a jamais parlé. Il n'avait pas de signe distinctif visible. Tout était calculé pour qu'il soit oubliable. L'inspecteur hocha la tête et se tourna vers moi. « Madame Montreval, quand Monsieur Garnier vous a appelé, vous avez tout de suite compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qui vous a alerté, exactement ?» Je réfléchis avant de répondre, essayant de reconstituer mes pensées de ce matin. Monsieur Garnier ne m'aurait jamais appelé pour une simple transaction, même importante. Il connaît Henri depuis des années. Si c'était normal, il aurait simplement traité l'affaire. Mais le fait qu'il m'appelle pour me demander si j'étais assise devant lui alors que j'étais chez moi, ça voulait dire qu'il avait un doute sérieux. Et puis, en arrivant ici, j'ai vu Henri. Il ne me regardait pas. Il avait peur. Ce n'était pas la peur d'être pris en flagrant délit de trahison. C'était autre chose. Une peur plus profonde. Et cette femme, elle ne parlait pas. Elle ne réagissait pas. Elle jouait un rôle, mais un rôle mal joué. Et quand j'ai demandé une escorte policière sous prétexte de sécurité après le retrait, elle a paniqué. C'est là que j'ai su que tout était faux. L'inspecteur Moreau sourit légèrement, une lueur d'admiration dans le regard. « Vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable, madame. Beaucoup de gens auraient simplement cédé à la peur ou à la colère. Vous avez choisi la lucidité, et c'est ce qui a tout fait échouer. » Il se leva, referma son carnet et ajouta « Nous avons déjà interpellé la femme et nos équipes sont en train de fouiller les environs pour retrouver les complices. D'après ce que votre mari décrit, il y a au moins 2 hommes et probablement un chauffeur. Nous allons également vérifier les caméras de surveillance de la rue où votre mari a été abordé ce matin, ainsi que celles autour de votre immeuble. Si ces gens vous surveillaient réellement, il y aura des traces. » Il nous regarda tous les 2 avec sérieux. « En attendant, je vous conseille de ne pas rentrer chez vous immédiatement. Nous devons sécuriser votre appartement et nous assurer qu'il n'y a aucune surveillance active. Avez-vous un endroit où aller pour quelques heures ?» Henri et moi échangeâmes un regard. Nous pensions immédiatement à notre fille,
Mathilde, qui vivait à quelques kilomètres de là, dans le quartier de la Guillotière. Mais l'inspecteur secoua la tête avant même que nous parlions. Pas chez votre fille, pas chez des proches directs. Ces gens savaient tout sur vous. Ils ont peut-être aussi des informations sur votre famille. Je préfère que vous restiez dans un lieu public, un café, une brasserie, quelque part avec du monde, pendant que nous faisons notre travail. Monsieur Garnier intervint alors, avec une gentillesse inattendue. Ils peuvent rester ici dans la salle de réunion privée à l'étage. Personne ne les dérangera et ils seront en sécurité. L'inspecteur acquiesça. Parfait. Je reviendrai vous voir dès que nous aurons du nouveau. Nous montâmes donc à l'étage, dans une petite salle aux murs blancs et à la longue table ovale entourée de chaises en cuir. Monsieur Garnier nous apporta du café, des biscuits et referma doucement la porte derrière lui. Pour la première fois depuis des heures, Henri et moi étions seuls, vraiment seuls, sans la pression immédiate du danger, sans les regards des policiers ou des employés de banque. Et c'est là, dans ce silence épais et lourd, que Henri craqua complètement. Il posa sa tête sur ses bras croisés sur la table et pleura comme je ne l'avais jamais vu pleurer. Pas des larmes discrètes, pas des sanglots étouffés, mais des pleurs profonds, incontrôlables, qui venaient de très loin. Je m'assis à côté de lui, passai mon bras autour de ses épaules et le laissai évacuer toute cette terreur qu'il avait accumulée depuis le matin. « Je pensais que j'allais te perdre », murmura-t-il entre deux sanglots. « Je pensais que si je ne faisais pas exactement ce qu'il disait, tu mourrais. Et je ne pouvais pas vivre avec ça. Je ne pouvais pas. Tu ne m'as pas perdu, Henri. Je suis là, et nous sommes ensemble. C'est tout ce qui compte. » Il leva enfin les yeux vers moi, le visage ravagé par les larmes, et dit quelque chose qui me brisa et me répara en même temps. « Élise, j'aurais donné tout cet argent. J'aurais donné 100 fois plus. J'aurais tout donné pour que tu restes en vie. » Je lui pris le visage entre mes mains, essuyai ses larmes avec mes pouces, et lui dis doucement « Je sais, mon amour. Je sais. » Nous restâmes là, enlacés, pendant ce qui sembla être une éternité, jusqu'à ce que l'inspecteur Moreau revienne, une expression satisfaite sur le visage. Nous avons du nouveau. La femme que nous avons arrêtée a commencé à parler. Elle s'appelle Irina Petrescu, ressortissante roumaine, et elle fait partie d'un réseau de fraude organisée qui opère dans plusieurs villes de France. Il cible des couples âgés avec des économies importantes, qu'il repère grâce à des informations volées dans des bases de données bancaires ou médicales. Une fois la cible choisie, ils montent un scénario d'intimidation pour forcer l'une des victimes à coopérer. Dans votre cas, ils ont choisi de menacer madame pour contrôler monsieur. Il marqua une pause, puis ajouta « Nous avons également interpellé un complice qui attendait dans une voiture garée près de votre immeuble, rue de la Croix-Rousse. Il surveillait effectivement les allées et venues, mais il n'avait aucune arme réelle sur lui. Tout n'était qu'intimidation et mise en scène. » Henri ferma les yeux, soulagé mais aussi effondré par la révélation. Tout ce qu'il avait vécu, toute cette peur, reposait sur du vent, sur des mensonges, sur du bluff. Mais comment aurait-il pu le savoir? Comment aurait-il pu prendre le risque? « Et les deux hommes qui ont abordé M. Montreval ce matin ?» demandai-je. « Nous les cherchons activement. Grâce aux caméras de surveillance, nous avons obtenu des images exploitables. Nous pensons qu'ils ont quitté Lyon immédiatement après avoir déposé votre mari et Irina à la banque. Mais nous avons lancé un mandat d'arrêt national. Ils ne resteront pas libres longtemps. » L'inspecteur nous regarda avec un mélange de respect et de compassion. « Vous avez eu beaucoup de chance tous les deux. Et surtout, madame, vous avez eu l'intelligence de ne pas céder à la panique. C'est rare. » Quand nous rentrâmes enfin chez nous, en fin d'après-midi, escortés par 2 policiers en civil qui vérifièrent chaque pièce de notre appartement avant de nous laisser entrer, je m'effondrai sur le canapé, épuisé, vidé, mais étrangement en paix. Henri s'assit à côté de moi, prit ma main et resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, presque dans un souffle, « On forme une sacrée équipe, toi et moi. » Je souris malgré moi. Oui, on forme une sacrée équipe. Mais au fond de moi, une question restait en suspens, lancinante, troublante. Pourquoi nous?
Pourquoi avait-il choisi précisément Henri et moi parmi des milliers de couples à Lyon? Et surtout, comment avait-il eu accès à autant d'informations sur notre vie? Les jours qui ont suivi ont été étranges, comme si nous vivions dans une version légèrement décalée de notre vie habituelle. Tout semblait normal en surface. Henri faisait ses courses, je préparais les repas, nous regardions la télévision le soir, nous recevions des appels de notre fille Mathilde qui voulait s'assurer que tout allait bien. Mais sous cette normalité apparente, quelque chose avait profondément changé. Henri sursautait au moindre bruit. Il vérifiait compulsivement les serrures des portes et des fenêtres, parfois 2 ou 3 fois avant d'aller se coucher. Il ne sortait plus seul, même pour acheter du pain à la boulangerie du coin, où il allait pourtant depuis 15 ans. Et moi, je me surprenais à observer chaque personne que je croisais dans la rue, me demandant si elle faisait partie de ce réseau, si elle nous surveillait, si tout pouvait recommencer à tout moment. La peur s'était installée dans notre quotidien comme une présence invisible mais omniprésente, changeant imperceptiblement la couleur de nos journées. L'inspecteur Moreau nous a appelés 1 semaine après les événements pour nous donner des nouvelles de l'enquête. Sa voix était posée, professionnelle, mais je pouvais y déceler une satisfaction contenue. Les 2 hommes qui avaient abordé Henri ce matin terrible avaient été arrêtés à Marseille alors qu'ils tentèrent de quitter le pays par bateau vers l'Algérie. Ils avaient avoué faire partie du même réseau qu'Irina Petrescu et avaient donné des noms, des adresses, des détails sur d'autres victimes dans toute la France. L'inspecteur nous a expliqué que le réseau opérait depuis au moins 3 ans, ciblant principalement des couples retraités disposant d'économies importantes. Ils avaient déjà réussi à escroquer au moins 15 autres familles avant que notre affaire ne les fasse tomber. Grâce à votre témoignage et à votre sang-froid, Madame Montreval, nous avons pu démanteler une partie importante de ce réseau, nous a dit l'inspecteur avec une certaine gravité dans la voix. Vous avez probablement sauvé d'autres personnes de vivre ce que vous avez vécu. L'enquête a révélé qu'ils préparaient déjà leur prochaine opération à Bordeaux. Vous les avez arrêtés avant qu'ils ne puissent frapper à nouveau. Ces mots auraient dû me réconforter, m'apporter un sentiment de justice accomplie, mais ils n'ont fait qu'ajouter un poids supplémentaire sur mes épaules. Je pensais à toutes ces autres victimes, à ces familles qui n'avaient pas eu notre chance, qui avaient perdu leurs économies, leur dignité, leur confiance en l'humanité. Combien d'entre elles vivaient maintenant dans la honte, se reprochant leur naïveté, incapables de parler de ce qui leur était arrivé? Un soir, alors que nous étions assis à table après le dîner, dans ce silence pesant qui était devenu notre nouvelle normalité, Henri a posé sa tasse de café avec un geste lent et précautionneux, m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. « Élise, je ne me sens plus en sécurité ici. Je ne me sens plus en sécurité nulle part. » Sa voix était à peine audible, comme s'il avait peur que quelqu'un d'autre puisse l'entendre. J'ai posé ma main sur la sienne, sentant le tremblement léger qui ne le quittait plus depuis ce jour-là. « Henri, ils sont en prison. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. C'est terminé. » Il a secoué la tête lentement, avec une tristesse infinie dans le regard. Ce n'est pas eux que je crains, Élise. Ce n'est pas ces individus en particulier. C'est ce qu'ils représentent. C'est l'idée qu'à tout moment, quelqu'un peut entrer dans notre vie, tout savoir de nous, nous manipuler, nous détruire, et nous ne saurons même pas d'où ça vient, nous ne verrons même pas venir le coup. Il a marqué une pause, avalant difficilement, et a continué d'une voix étranglée. Pendant ces heures où j'étais avec eux, Élise, j'ai compris quelque chose qui me hante encore. Notre vie entière, tout ce que nous avons construit pendant 40 ans, nos économies, notre maison, nos souvenirs, notre tranquillité, tout ça peut disparaître en une matinée, en quelques heures. Et nous n'y pouvons rien. Nous sommes vulnérables, complètement vulnérables, et cette vulnérabilité ne dépend pas de nous, de nos choix, de notre prudence. Elle dépend uniquement de l'intention de ceux qui veulent nous nuire. Je n'ai pas su quoi répondre immédiatement. Je suis restée là, tenant sa main, cherchant les mots justes, mais ne les trouvant pas. Parce qu'au fond, il avait raison. Nous avions toujours vécu avec l'illusion confortable que nous contrôlions notre existence, que nos choix comptaient, que nous étions en sécurité tant que nous faisions attention, tant que nous respections les règles, tant que nous restions vigilants.
Mais cette attaque, aussi théâtrale et mensongère qu'elle ait été, avait révélé une vérité dérangeante que nous préférions ignorer. Nous étions vulnérables. Infiniment, terriblement vulnérables. Et cette vulnérabilité ne dépendait pas de nous. Elle dépendait de l'intention malveillante d'autrui, de forces que nous ne pouvions ni contrôler ni prévoir. Henri, je comprends ce que tu ressens. Vraiment, je le comprends, ai-je finalement dit, cherchant ses yeux dans la pénombre de notre cuisine. Mais écoute-moi bien, si nous continuons à vivre dans la peur, si nous laissons cette peur diriger nos vies, si nous nous enfermons dans notre appartement et renonçons à tout ce qui faisait notre bonheur avant, alors ils ont gagné. Tu comprends ? Même enfermés dans leurs cellules, même condamnés à des années de prison, ils ont gagné. Parce qu'ils auront réussi à détruire quelque chose en nous, quelque chose qu'ils ne pourront jamais nous rendre, notre liberté de vivre sans peur constante. Henri a soupiré profondément, passé sa main dans ses cheveux grisonnants devenus plus blancs ces dernières semaines et a murmuré avec une lassitude qui me brisait le cœur. « Je sais, Élise, je sais tout ça, mais savoir ne suffit pas. Je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur. Je ne sais pas comment retrouver cette insouciance que nous avions avant. Chaque fois que je sors, chaque fois que quelqu'un m'approche dans la rue, chaque fois que le téléphone sonne, mon cœur s'emballe. Je revois ces hommes, j'entends leurs menaces, je ressens cette terreur absolue de te perdre. Et je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Les semaines ont passé avec une lenteur douloureuse, chaque jour ressemblant au précédent dans sa monotonie anxieuse. Nous avons finalement décidé, sur les conseils insistants de Mathilde et de l'inspecteur Moreau, de consulter un psychologue spécialisé dans les traumatismes liés aux agressions et aux menaces. Les séances ont été difficiles au début. Henri refusait de parler, restait silencieux pendant de longues minutes, les yeux fixés sur ses mains. Mais peu à peu, avec la patience infinie de la docteure Lemoine, une femme d'une 50aine d'années au regard doux et à la voix apaisante, il a commencé à s'ouvrir, à mettre des mots sur ce qu'il avait vécu, sur cette peur paralysante qui ne le quittait plus. La docteure Lemoine nous a expliqué, lors d'une séance particulièrement éclairante, que les victimes de ce type de fraude souffraient souvent de stress post-traumatique, même si rien de physiquement violent ne leur était arrivé. La violence psychologique laisse des cicatrices invisibles, mais elles sont bien réelles, nous a-t-elle dit avec une conviction tranquille. Votre mari a vécu une situation où il croyait sincèrement que votre vie était en danger, qu'un seul faux pas de sa part pourrait vous tuer. Cette terreur absolue, cette impuissance totale, c'est l'essence même du traumatisme. Le fait qu'il n'y ait pas eu de violence physique ne rend pas le traumatisme moins réel, moins profond, moins douloureux. Et il faut du temps, beaucoup de temps, pour guérir de ce genre de blessure. Elle nous a enseigné des techniques de respiration, des exercices de visualisation, des méthodes pour gérer les crises d'angoisse qui saisissaient Henri parfois au milieu de la nuit. Lentement, très lentement, nous avons commencé à voir de petits progrès. Henri a recommencé à sortir seul pour de courtes promenades. Il a accepté d'aller prendre un café dans notre brasserie habituelle. Il a même ri, un soir, en regardant une vieille comédie française à la télévision. Ce rire, si bref qu'il ait été, m'a fait monter les larmes aux yeux. C'était le premier depuis des semaines. Un après-midi de novembre, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de notre appartement et que le ciel de Lyon était d'un gris uniforme et oppressant, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une journaliste d'un grand quotidien régional, Le Progrès, qui avait entendu parler de notre histoire par l'intermédiaire de la police. Elle s'appelait Camille Dubois et sa voix était jeune, énergique mais respectueuse. Elle voulait écrire un article pour sensibiliser le public à ce type de fraude, pour que d'autres personnes ne tombent pas dans le piège, pour donner des conseils pratiques de prévention. Elle nous assurait que notre témoignage pourrait sauver d'autres victimes potentielles. J'ai hésité longuement avant de répondre. Parler publiquement de ce qui nous était arrivé, c'était exposer notre intimité, notre douleur, notre vulnérabilité à des milliers d'inconnus. C'était revivre mentalement ces moments terribles, les raconter en détail, les analyser devant une journaliste que nous ne connaissions pas. Mais c'était aussi, peut-être, un moyen d'aider d'autres victimes, de les prévenir, de leur donner des clés pour reconnaître ce genre de manipulation avant qu'il ne soit trop tard,
Je me suis dit que si notre histoire pouvait éviter à ne serait-ce qu'une seule famille de vivre ce que nous avions vécu, alors cela valait la peine d'accepter cette exposition. J'ai consulté Henri longuement ce soir-là. Il était réticent au début, presque hostile à l'idée. « Je ne veux pas que tout le monde sache », a-t-il dit avec une dureté inhabituelle. « Je ne veux pas devenir le pauvre homme qui s'est fait avoir, l'idiot qui a failli perdre toutes ses économies. Je ne veux pas de cette pitié dans les regards des gens que nous croisons. » Je comprenais sa réticence, sa fierté blessée, mais j'ai insisté doucement, lui expliquant que ce n'était pas de la faiblesse d'avoir été victime, que ces criminels étaient des professionnels qui manipulaient des dizaines de personnes, que nous n'avions rien à nous reprocher. Finalement, après une longue discussion qui s'est prolongée tard dans la nuit, il a accepté, à condition stricte que nos noms complets et notre adresse exacte ne soient pas mentionnés dans l'article. Nous avons donc rencontré Camille Dubois, quelques jours plus tard, dans un café tranquille du quartier de la Presqu'île. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, aux cheveux courts et aux yeux vifs, qui dégageait une énergie contagieuse malgré la gravité du sujet. Elle avait apporté un petit enregistreur qu'elle a posé sur la table entre nous, après nous avoir demandé la permission. Pendant près de 2 heures, nous lui avons raconté tout. La peur, la confusion, le moment où j'avais compris que tout était faux, la décision de ne pas céder. Henri a raconté sa version, les menaces qu'il avait reçues, sa terreur absolue de me perdre. Camille écoutait attentivement, posait des questions précises, prenait des notes complémentaires. Son professionnalisme nous a rassurés. Lorsque l'article a paru quelques semaines plus tard, en première page de la section régionale, avec le titre « Comment un couple lyonnais a déjoué une escroquerie sophistiquée », l'impact a été immédiat et bien plus important que nous ne l'avions imaginé. Nous avons reçu des dizaines de messages de lecteurs qui nous remerciaient, qui nous racontaient leurs propres expériences similaires, qui nous disaient que notre témoignage les avait aidés à comprendre ce qui leur était arrivé ou à éviter un piège. Une femme nous a écrit une longue lettre manuscrite dans laquelle elle racontait que son mari avait été approché de la même manière 2 mois auparavant à Villeurbanne, mais qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle lise notre histoire. Grâce à notre témoignage, elle avait pu alerter la police avant qu'il ne soit trop tard, et les escrocs avaient été arrêtés avant de réussir leur coup. Ce message m'a fait pleurer. Pas des larmes de tristesse cette fois, mais de soulagement profond, presque cathartique. Nous n'avions pas vécu tout ça pour rien. Notre douleur avait servi à quelque chose de concret, de tangible. Elle avait protégé d'autres personnes. Elle avait peut-être sauvé d'autres familles de la destruction que nous avions frôlée. Henri, en lisant cette lettre, a eu les yeux rouges et a simplement hoché la tête en silence. Je savais ce qu'il pensait sans qu'il ait besoin de le dire. Peut-être que tout cela avait un sens après tout. Mais au milieu de tous ces messages de soutien et de remerciement, un détail a continué à me troubler profondément. Plusieurs personnes mentionnaient avoir été contactées par des escrocs qui utilisaient des informations très précises, presque intimes, sur leur vie. Des détails sur leurs habitudes quotidiennes, leurs horaires de travail, leurs comptes bancaires, leurs proches, des informations qu'ils n'avaient partagées avec personne, ou presque. Comment était-ce possible ? Comment ces criminels obtenaient-ils autant d'informations sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas ? L'inspecteur Moreau m'avait expliqué lors d'un de nos entretiens que les réseaux de fraude achetaient des bases de données volées sur le dark web, ces parties obscures d'Internet où s'échangent toutes sortes d'informations illégales. Des fichiers contenant des informations médicales volées dans des hôpitaux, des données bancaires piratées, des dossiers administratifs dérobés dans des mairies ou des préfectures. Mais même cela ne suffisait pas à expliquer la précision terrifiante de ce qu'ils savaient sur nous. Ils connaissaient le nom de notre petite fille Clara, son âge exact, l'école qu'elle fréquentait à Grenoble. Ils savaient que j'avais l'habitude de lire sur un banc précis dans le parc près de chez nous. C'était trop précis, trop personnel pour venir uniquement de bases de données achetées en ligne. Un soir, alors que je réfléchissais à tout cela, allongé dans notre lit sans parvenir à trouver le sommeil, une idée dérangeante m'a traversé l'esprit. Une idée qui m'a d'abord semblé paranoïaque, presque ridicule, mais qui refusait obstinément de me quitter. Et si quelqu'un que nous connaissions avait donné ces informations ? Pas volontairement, bien sûr.
Je ne pouvais pas imaginer qu'un de nos proches ait pu sciemment nous trahir de cette façon. Mais par négligence, par naïveté, en répondant innocemment à des questions qui semblaient anodines? Ou pire encore, et si quelqu'un dans notre entourage était complice, même indirectement, sans réaliser la gravité de ce qu'il faisait? Cette pensée m'a obsédée pendant plusieurs jours. Je me surprenais à observer nos amis, notre famille, me demandant qui aurait pu, même involontairement, donner des informations sur nous. Mais je gardais ces réflexions pour moi, ne voulant pas inquiéter Henri davantage, ni créer de la paranoïa inutile. J'ai décidé de faire mes propres recherches discrètes. J'ai commencé par vérifier méticuleusement nos relevés bancaires des 6 derniers mois, ligne par ligne, transaction par transaction, à la recherche de quelque chose d'inhabituel, d'un prélèvement suspect, d'un paiement que nous n'aurions pas autorisé. Rien d'anormal. Puis, j'ai vérifié systématiquement nos emails, nos messages téléphoniques, nos comptes sur les réseaux sociaux que nous utilisions peu, mais que j'avais quand même consultés. Toujours rien de suspect. Mais en fouillant méthodiquement dans les tiroirs de notre bureau un après-midi, où Henri était sorti faire quelques courses avec Mathilde, je suis tombée sur un courrier que j'avais complètement oublié. C'était une lettre reçue environ 3 mois avant l'attaque, prétendument envoyée par notre compagnie d'assurance habitation, la MIF, nous demandant de mettre à jour nos informations personnelles en remplissant un formulaire détaillé joint à la lettre. Je me souvenais vaguement l'avoir rempli consciencieusement et renvoyé par la poste, pensant simplement que c'était une démarche administrative routinière. Mais en examinant maintenant cette lettre avec un regard neuf et suspicieux, plusieurs détails ont commencé à me sauter aux yeux. Le logo de la MIF était légèrement différent de celui que je connaissais, avec une police de caractère pas tout à fait identique. L'adresse de retour indiquée était une simple boîte postale dans une ville que je ne connaissais pas un bureau officiel de la compagnie. Et surtout, en relisant attentivement le formulaire que j'avais rempli et dont j'avais gardé une copie, je me suis rendu compte qu'il demandait des informations bien trop détaillées, bien trop personnelles pour une simple mise à jour administrative. Nos revenus exacts, le montant précis de nos économies, les noms complets de nos proches avec leurs adresses, nos habitudes de déplacement, les horaires où notre appartement était généralement vide. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Une vague de nausée m'a submergé. Nous avions donné nous-mêmes, de nos propres mains, toutes les informations qui avaient permis à ces criminels de nous cibler avec une telle précision. Nous avions rempli ce formulaire sans la moindre méfiance, sans vérifier l'authenticité de la lettre, parce que nous faisions naturellement confiance aux institutions, parce que nous pensions naïvement que personne ne chercherait à nous tromper de façon aussi élaborée. Nous avions été nos propres traîtres, victimes de notre propre confiance excessive. Je suis restée assise là, dans le bureau, tenant cette lettre entre mes mains tremblantes, incapable de bouger pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Quand Henri est rentré et m'a trouvé ainsi, le visage défait, il a immédiatement compris que quelque chose de grave s'était passé. Je lui ai montré la lettre sans dire un mot. Il l'a lue, relue, examinée sous tous les angles, et son visage est devenu livide. « Mon Dieu, Élise !» a-t-il murmuré d'une voix blanche. « On leur a donné tout ça. On leur a tout donné nous-mêmes. On a facilité leur travail. On a été stupides. » Le mot est resté suspendu dans l'air comme une condamnation. J'ai contacté immédiatement l'inspecteur Moreau sur son téléphone portable. Il est venu chez nous le lendemain matin, a examiné la lettre avec attention, l'a photographiée sous tous les angles, et a confirmé mes terribles soupçons. C'est ce qu'on appelle du phishing par courrier postal ou hameçonnage postal, nous a-t-il expliqué avec une patience professionnelle. C'est effectivement plus rare que le phishing par email, mais c'est extrêmement efficace précisément parce que les gens se méfient moins d'une lettre physique qui arrive dans leur boîte aux lettres. Ils la considèrent comme plus officielle, plus légitime qu'un simple email. Vous n'êtes absolument pas les seuls à être tombés dans ce piège. Croyez-moi, nous avons retrouvé des dizaines, peut-être même des centaines de victimes qui ont reçu le même type de courrier frauduleux ces dernières années. Il a noté méticuleusement tous les détails de la lettre, a pris des photos supplémentaires avec son téléphone et nous a assuré qu'il ajouterait immédiatement cette pièce essentielle au dossier de l'enquête en cours. Cela va nous aider à comprendre leur mode opératoire complet, à identifier peut-être d'autres complices qui s'occupèrent de cette partie de l'arnaque, de la collecte d'informations,
nous a-t-il dit avant de partir. Mais pour Henri et moi, cette découverte a été un coup terrible, peut-être pire encore que l'attaque elle-même. Nous avions cru jusqu'alors être des victimes purement innocentes, ciblées de façon aléatoire par des criminels particulièrement sophistiqués qui auraient eu accès à des bases de données volées. Mais en réalité, nous avions activement participé à notre propre piège. Nous avions volontairement donné les clés de notre vie, de nos finances, de notre intimité à des inconnus malveillants, par naïveté, par confiance aveugle dans les apparences d'officialité. Et cette réalisation brutale a été presque aussi douloureuse, aussi humiliante que l'attaque elle-même. Comment on a pu être aussi stupide, aussi naïf, a murmuré Henri ce soir-là, assis dans le noir de notre salon, refusant d'allumer la lumière, la tête entre les mains dans une posture de désespoir absolu. Je me suis assise à côté de lui, j'ai posé ma main sur son épaule, et j'ai dit doucement, « Henri, écoute-moi bien. On n'est pas stupide, on est humain, simplement humain. Et les humains font naturellement confiance, c'est inscrit dans notre nature sociale. Cette confiance, ce n'est pas une faiblesse honteuse, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui permet à la société de fonctionner. Si nous devions nous méfier de chaque lettre, de chaque appel, de chaque personne que nous croisons, nous ne pourrions plus vivre normalement. » Mais même en prononçant ces mots que je voulais réconfortants, je ne savais pas vraiment si j'y croyais moi-même. Une partie de moi était furieuse contre notre propre naïveté, contre cette confiance excessive qui nous avait rendus si vulnérables. Et je voyais dans les yeux d'Henri qu'il ressentait exactement la même chose. Ce mélange toxique de honte, de colère contre soi-même et de perte de confiance non seulement envers les autres, mais envers notre propre jugement. Les mois suivants ont été un long chemin de reconstruction. Pas seulement de notre sécurité matérielle, pas seulement de nos routines quotidiennes, mais de quelque chose de bien plus fragile et précieux. Notre confiance. Confiance en nous-mêmes, confiance en notre capacité à juger les situations, confiance en les autres, confiance en la possibilité de vivre sans cette peur constante qui s'était installée comme une ombre persistante sur chacune de nos journées. Ce ne fut pas facile. Ce ne fut jamais linéaire. Il y eut des rechutes, des moments difficiles où Henri refusait catégoriquement de sortir, restant enfermé dans notre appartement pendant des jours entiers. Il y eut des nuits où je me réveillais en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant, persuadé d'entendre quelqu'un essayer d'ouvrir notre porte d'entrée, pour finalement réaliser que c'était simplement le bruit du vent dans le couloir ou le voisin du dessus qui rentrait tard. Mais peu à peu, semaine après semaine, avec l'aide patiente et professionnelle de la docteure Lemoine, avec le soutien indéfectible de notre fille Mathilde, qui venait nous voir plusieurs fois par semaine et nous forçait gentiment à sortir prendre un café ou faire une promenade, avec la présence rassurante de nos amis proches qui, sans poser de questions indiscrètes, nous entouraient simplement de leur présence chaleureuse. Nous avons lentement appris à vivre avec ce qui s'était passé sans le laisser nous définir entièrement. Nous avons appris que guérir ne signifie pas oublier, mais apprendre à porter la blessure sans qu'elle ne nous écrase. Un matin de printemps, environ 6 mois après l'attaque, alors que les premiers bourgeons commençaient à éclore sur les arbres du parc près de chez nous et que l'air portait cette fraîcheur particulière des renouveaux, j'ai reçu une lettre recommandée du tribunal de grande instance de Lyon. Mon cœur s'est serré en reconnaissant l'entête officielle. Le procès des membres du réseau de fraude allait avoir lieu dans 3 semaines, et nous étions convoqués comme témoins principaux. La lettre précisait que notre présence n'était pas strictement obligatoire, mais fortement recommandée pour la solidité du dossier d'accusation et pour donner un visage humain aux victimes devant le jury. Henri a paniqué immédiatement à l'idée de les revoir, de se retrouver physiquement dans la même salle qu'eux, même séparés par une vitre de sécurité. « Je ne peux pas, Élise », a-t-il dit d'une voix tremblante, le papier officiel serré dans ses mains. « Je ne peux pas les regarder en face. Je ne peux pas revivre tout ça devant des inconnus, devant des avocats qui vont me poser des questions, me faire répéter les détails encore et encore. Je ne peux pas. » Je comprenais sa réaction viscérale, cette peur instinctive de la confrontation. Mais au fond de moi, je savais que nous devions y aller. Pas pour eux, pas pour satisfaire la justice dans son abstraction, mais pour nous.
pour clore définitivement ce chapitre douloureux de notre vie, pour reprendre symboliquement notre pouvoir, pour leur montrer en face que nous n'étions pas brisés, que nous avions survécu, que nous étions toujours debout. J'ai passé plusieurs jours à en discuter avec Henri, à lui expliquer patiemment pourquoi c'était important, à lui faire comprendre que ce serait notre dernière étape avant de pouvoir vraiment tourner la page. La docteure Lemoine nous a beaucoup aidés lors d'une séance spéciale consacrée à cette question. Elle nous a expliqué que le témoignage au procès pouvait être une étape thérapeutique cruciale, un moment de reprise de pouvoir face aux agresseurs. « Vous ne serez plus les victimes paralysées de peur », nous a-t-elle dit avec conviction. « Vous serez les témoins actifs qui contribuent à leur condamnation. » C'est très différent psychologiquement. Finalement, après beaucoup d'hésitations et de nuits blanches, Henri a accepté. Nous irions ensemble, comme nous avions tout affronté jusqu'ici. Le jour du procès, un mercredi matin gris et pluvieux typique du printemps lyonnais, nous sommes arrivés au tribunal de grande instance avec Mathilde fermement accrochée à nos côtés. Elle avait insisté pour nous accompagner, pour être notre soutien moral, et sa présence nous donnait une force que nous n'aurions pas eue seuls. Le bâtiment était imposant, froid, avec ses colonnes de pierre et ses couloirs interminables qui résonnaient de nos pas. La salle d'audience était encore plus intimidante que je ne l'avais imaginé, haute de plafond, avec des boiseries sombres, des bancs inconfortables, remplis d'avocats en robe noire qui discutaient à voix basse, de greffiers qui organisaient leurs dossiers, de juges qui prenaient place derrière leurs tribunes surélevées. Et au fond de la salle, derrière une épaisse vitre de sécurité qui les séparait du reste de l'audience, il y avait eux. Irina Petrescu, assise droite et impassible, le visage fermé. Les deux hommes qui avaient abordé Henri ce matin terrible, l'un grand et maigre, l'autre plus trapu, tous deux évitant soigneusement de regarder dans notre direction. Et trois autres complices que nous ne connaissions pas, dont une femme plus âgée qui, selon l'acte d'accusation, était responsable de la fabrication des faux documents. Ils avaient tous l'air terriblement ordinaires. Pas de monstres aux traits déformés, pas de démons aux yeux rouges comme dans les films. Juste des gens ordinaires, habillés normalement, qui auraient pu être nos voisins, nos commerçants, des personnes que nous aurions croisées sans y prêter attention dans la rue. Et c'était peut-être ça le plus terrifiant, cette banalité du mal, cette capacité qu'ont des êtres humains apparemment normaux à détruire d'autres vies pour de l'argent, sans remords visibles. Le procès a duré toute la journée, avec des témoignages d'experts bancaires, de policiers, d'autres victimes que nous ne connaissions pas mais dont les histoires résonnaient douloureusement avec la nôtre. Une femme d'environ 70 ans de Villeurbanne a raconté comment elle avait perdu toutes ses économies, 80 000 €, parce qu'elle avait cru aux menaces contre son fils handicapé. Un couple de retraités de la banlieue lyonnaise a expliqué comment ils avaient été ruinés, obligés de vendre leur maison pour survivre après que ces mêmes criminels les aient dépouillés. Chaque témoignage était un coup au cœur, une confirmation que nous n'étions pas seuls, que ce réseau avait détruit des dizaines de vies avant que nous ne réussissions à les arrêter. Quand vint mon tour de témoigner, vers 15 heures, après la pause déjeuner pendant laquelle je n'avais rien pu avaler, je me suis levé lentement, les jambes tremblantes, et je me suis dirigé vers la barre des témoins. J'ai posé ma main droite sur la Bible qu'on me tendait, levé la main gauche et juré solennellement de dire la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Puis, pendant près de 40 minutes, j'ai raconté tout ce que nous avions vécu. La peur initiale, la confusion totale quand j'étais arrivée à la banque, le moment précis où j'avais compris que mon mari ne me trahissait pas, mais était contrôlé par la terreur, la décision calculée de ne pas céder à l'intimidation, l'idée de demander une escorte policière pour forcer le piège à se refermer. Je parlais calmement, sans colère excessive, sans haine dramatique, mais avec une fermeté intérieure qui me surprenait moi-même. Je regardais plusieurs fois Irina Petrescu droit dans les yeux à travers la vitre de sécurité, et elle détourna systématiquement le regard, incapable de soutenir mon regard. Le procureur, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et à l'allure sévère, me posa des questions précises sur les détails techniques, sur le moment exact où j'avais compris la supercherie, sur ma réaction émotionnelle. L'avocat de la défense, une jeune femme blonde qui défendait Irina Petrescu,
tenta de suggérer que j'avais peut-être exagéré la menace, que mon mari n'était peut-être pas vraiment en danger. Je lui répondis avec un calme glacial que personne n'avait le droit de minimiser la terreur que nous avions vécue, que le traumatisme psychologique était aussi réel que n'importe quelle blessure physique. Quand j'eus terminé, après que le juge m'eut remercié pour mon témoignage clair et précis, je suis retourné m'asseoir à côté d'Henri. Il m'a pris la main et l'a serré si fort que j'ai senti ses ongles s'enfoncer dans ma paume. Puis ce fut son tour. Je l'ai vu se lever, marcher vers la barre avec une lenteur qui trahissait son appréhension, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose de nouveau dans son regard. Ce n'était plus seulement de la peur ou de la honte, c'était de la détermination, une forme de dignité retrouvée. Henri a raconté sa version des événements d'une voix qui tremblait au début, mais s'affermissait progressivement. Il a expliqué comment il avait été abordé ce matin-là, les menaces précises qu'on lui avait faites, la photo de moi assise sur le banc du parc qu'on lui avait montrée comme preuve qu'il me surveillait vraiment. Il a décrit la terreur absolue qui l'avait paralysé, cette conviction profonde qu'un seul faux pas de sa part me tuerait. Il a raconté les heures interminables passées dans cette salle de banque, la femme silencieuse à côté de lui qui jouait mon rôle, l'arrivée soudaine de la vraie Élise et le soulagement mêlé de confusion qu'il avait ressenti. Et puis, dans un moment de courage que je n'oublierai jamais, Henri s'est tourné vers la vitre de sécurité, a regardé directement Irina Petrescu et les 2 hommes qui l'avaient menacée, et leur a dit d'une voix claire et forte qui résonnait dans toute la salle: « Vous avez essayé de détruire ma famille. Vous avez essayé de briser 40 ans de vie commune, de confiance, d'amour. Vous avez failli réussir à me faire perdre la femme de ma vie, pas en la tuant, mais en me poussant à la trahir malgré moi. Mais vous avez échoué. Parce que l'amour véritable, celui qui se construit sur des décennies de vie partagée, est plus fort que la peur la plus paralysante. Vous avez échoué, et aujourd'hui c'est vous qui êtes prisonniers, pas nous. » Le silence qui a suivi ces mots était absolu. Personne ne bougeait, personne ne respirait presque. J'ai senti quelque chose se briser en moi à cet instant. Pas de douleur cette fois, mais de libération pure. Des larmes ont coulé silencieusement sur mes joues que je n'ai pas cherché à essuyer. Mathilde, à côté de moi, pleurait aussi, serrant ma main avec force. Même le juge semblait ému, prenant quelques secondes avant de reprendre la procédure. Le verdict est tombé 3 semaines plus tard, un après-midi où nous étions chez nous, attendant nerveusement l'appel de l'avocat qui nous représentait en tant que partie civile. Quand le téléphone a sonné, j'ai décroché avec des mains tremblantes. Irina Petrescu avait été condamnée à 5 ans de prison ferme, sans possibilité de remise de peine avant 3 ans. Les 2 hommes qui avaient abordé Henri avaient écopé de 6 ans chacun pour leur rôle actif dans les menaces et l'intimidation. La femme qui fabriquait les faux documents avait reçu 4 ans. Les autres complices avaient reçu des peines variées, allant de 2 à 4 ans selon leur degré d'implication. De plus, ils avaient tous été condamnés solidairement à nous verser des dommages et intérêts substantiels pour le préjudice moral subi, ainsi qu'à rembourser nos frais d'avocat et de suivi psychologique. Mais au-delà des chiffres, au-delà des années de prison et des montants financiers, ce qui a vraiment compté pour nous, ce qui nous a apporté la paix intérieure que nous cherchions, ce fut la reconnaissance officielle. Le juge, dans son jugement écrit que nous avons reçu quelques jours plus tard, avait reconnu explicitement que nous avions été victimes d'une manipulation sophistiquée et professionnelle, que nous n'étions absolument pas responsables de ce qui nous était arrivé, que notre naïveté face au courrier frauduleux était parfaitement compréhensible et partagée par la majorité de la population, et que notre réaction au moment de l'attaque avait été exemplaire, démontrant un sang-froid et une intelligence remarquables. Ces mots officiels, écrits noir sur blanc dans un document juridique, nous ont redonné une part essentielle de ce que nous avions perdu, notre dignité, notre estime de nous-mêmes. Aujourd'hui, presque 1 an après cette matinée terrible où le téléphone a sonné et où tout notre monde a basculé en quelques secondes, Henri et moi vivons différemment. Nous sommes indéniablement plus prudents qu'avant, oui. Nous vérifions systématiquement l'authenticité de tout courrier qui nous semble officiel en contactant directement les organismes concernés.
Nous ne donnons plus jamais nos informations personnelles sans avoir vérifié plusieurs fois l'identité de notre interlocuteur. Nous avons installé un système de sécurité supplémentaire à notre porte d'entrée. Nous nous méfions des inconnus qui nous approchent dans la rue avec des questions trop précises. Mais nous ne vivons plus dans la peur constante et paralysante qui nous habitait les premiers mois. Nous avons appris, à travers cette épreuve terrible, que la lucidité n'est pas de la paranoïa maladive, que la prudence réfléchie n'est pas de la faiblesse honteuse. Et surtout, nous avons découvert que même face aux pires manipulations psychologiques, même face à la peur la plus absolue qui puisse exister, celle de perdre l'être aimé, nous avions en nous une force que nous ne soupçonnions pas. Une force qui ne venait pas de notre courage individuel, mais de notre lien, de nos 40 années de vie commune, de notre capacité profonde à nous faire confiance mutuellement, même quand tout s'effondrait autour de nous et que les apparences suggéraient la trahison. Ce que ces criminels n'avaient pas compris, ce qu'ils ne comprendront probablement jamais malgré leur condamnation, c'est qu'on ne détruit pas facilement un couple qui a traversé 4 décennies ensemble. On ne brise pas une confiance construite patiemment sur des milliers de petits moments partagés, de disputes résolues constructivement, de joies célébrées ensemble, de douleurs surmontées côte à côte, de décisions importantes prises à deux, de compromis trouvés dans le respect mutuel. Ils ont cru, dans leur cynisme et leur ignorance des relations humaines profondes, que la peur brute suffirait à nous détruire. Ils ont cru que l'intimidation bien orchestrée briserait notre résistance comme on brise une brindille sèche. Mais ils se sont profondément trompés. Parce que la peur, aussi puissante et paralysante soit-elle dans l'instant, ne peut rien contre l'amour véritable sur le long terme. Et je ne parle pas de l'amour romantique des films, avec ses déclarations enflammées et ses gestes spectaculaires. Je parle de l'amour véritable, profond, celui qui ne se contente pas de mots doux et de promesses faciles prononcées dans le confort et la sécurité, mais qui se prouve concrètement dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, quand le monde entier semble s'écrouler. C'est cet amour-là, solide comme le roc, qui nous a sauvés. Pas l'argent que nous avons réussi à protéger, pas la chance d'avoir eu un directeur de banque vigilant, pas même l'intervention efficace de la police. Non, c'est le fait qu'Henri ait été profondément prêt à tout perdre, à sacrifier toutes nos économies pour me protéger de ce qu'il croyait être une menace mortelle. Et le fait que j'ai été capable, malgré la confusion et la douleur, de voir au-delà de l'apparence évidente de trahison pour comprendre sa terreur, pour reconnaître que quelque chose de plus grave était en jeu. C'est cette compréhension mutuelle instinctive, cette capacité rare de se mettre véritablement à la place de l'autre même dans la confusion la plus totale, même quand toutes les apparences suggèrent le contraire, qui a fait toute la différence. Si j'avais réagi avec colère en arrivant à la banque, si je m'étais contenté de voir la situation superficielle sans chercher à comprendre, si j'avais laissé la blessure de la trahison apparente m'aveugler, tout aurait été différent. Nous aurions peut-être perdu notre argent, nous aurions certainement perdu quelque chose de bien plus précieux. Notre confiance mutuelle, le socle même de notre couple. Aujourd'hui, quand je regarde Henri assis dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, lisant son journal du matin avec ses lunettes qui glissent sur son nez, je ne vois plus seulement l'homme que j'ai épousé il y a plus de 40 ans, ce jeune homme nerveux et touchant qui me demandait ma main. Je vois l'homme qui a été véritablement prêt à tout sacrifier pour moi, pas dans une déclaration romantique abstraite, mais dans la réalité concrète et terrifiante. Je vois l'homme qui a pleuré dans mes bras comme un enfant perdu, croyant sincèrement m'avoir perdu à jamais. Je vois l'homme qui a trouvé le courage immense, malgré sa peur viscérale, de témoigner devant un tribunal rempli d'inconnus, de regarder ses agresseurs dans les yeux et de leur dire avec une dignité bouleversante qu'ils avaient échoué à nous détruire. Et je sais, avec une certitude absolue, qu'ils voient exactement la même chose en moi. Une femme qui n'a pas cédé à la panique la plus légitime quand tout suggérait la trahison. Une femme qui a gardé son sang-froid dans une situation qui aurait fait perdre ses moyens à la plupart des gens. Une femme qui a trouvé en elle une force insoupçonnée pour le protéger, pour nous protéger tous les deux, même quand elle aurait pu légitimement le condamner, se sentir trahi, le rejeter. Une femme qui a choisi, dans une fraction de seconde cruciale, de chercher à comprendre, plutôt que de juger,
de faire confiance à 40 ans de vie commune plutôt qu'aux apparences immédiates. Nous sommes sortis de cette épreuve terrible profondément différents, transformés, mais pas brisés comme ces criminels l'espéraient. Au contraire, nous sommes paradoxalement plus forts qu'avant, plus conscients de notre fragilité humaine, certainement, plus prudents face aux apparences trompeuses et aux manipulations potentielles, mais aussi infiniment plus conscients de notre résilience, de notre capacité à surmonter ensemble ce qui aurait pu nous détruire individuellement. Cette épreuve nous a appris quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes, sur notre couple, sur ce qui compte vraiment dans la vie. Si je devais donner un conseil sincère à ceux qui nous écoutent maintenant, à ceux qui ont peut-être vécu quelque chose de similaire dans leur propre vie ou qui craignent légitimement de le vivre un jour dans notre société de plus en plus complexe, ce serait celui-ci, simple mais profond. Ne sous-estimez jamais votre propre force intérieure, ni celle de ceux que vous aimez vraiment. Dans les moments les plus sombres et désespérés, quand tout semble absolument perdu, quand la peur vous paralyse complètement au point que vous ne voyez plus aucune issue possible, souvenez-vous que vous avez en vous des ressources insoupçonnées, des forces que vous ne soupçonnez même pas en temps normal. Des ressources qui ne se révèlent que dans l'adversité la plus extrême, comme l'or qui ne montre sa véritable valeur qu'une fois passé au feu. Et si vous avez la chance immense d'avoir à vos côtés quelqu'un qui vous aime vraiment, profondément, pas avec l'amour superficiel des beaux jours, mais avec cet amour solide qui résiste aux tempêtes, quelqu'un en qui vous pouvez avoir une confiance absolue, même quand tout suggère le contraire, alors vous avez déjà la clé essentielle pour surmonter presque tout ce que la vie peut vous envoyer comme épreuve. Parce que l'amour véritable, celui qui a été testé et prouvé au fil des années, n'est absolument pas une faiblesse sentimentale comme certains cyniques voudraient le croire. C'est au contraire une armure invisible à l'œil nu, mais indestructible dans sa solidité. Une armure qui vous protège non pas des coups de la vie, qui viendront inévitablement, mais qui vous donne la force de les encaisser et de continuer à avancer. Et à ceux qui, comme ces criminels que nous avons contribué à faire condamner, croient pouvoir systématiquement briser les autres par la peur calculée et la manipulation sophistiquée, je dis ceci avec une conviction absolue. Vous échouerez toujours face à ceux qui ont construit quelque chose de solide. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce qui rend les êtres humains vraiment forts au-delà de l'apparence. Vous ne comprenez pas que la vraie force, celle qui dure, celle qui résiste aux épreuves les plus terribles, ne vient jamais de la domination d'autrui, de l'intimidation brutale ou du contrôle manipulateur. Elle vient de la connexion humaine authentique, de la confiance construite patiemment jour après jour, de la capacité profonde à se battre pour ceux qu'on aime vraiment, pas dans l'abstrait, mais dans la réalité concrète. Et ça, cette force-là, vous ne pourrez jamais nous l'enlever, quelles que soient vos menaces, quelles que soient vos manipulations. Voilà notre histoire, dans sa vérité complète et douloureuse. Une histoire qui aurait facilement pu se terminer en tragédie dévastatrice, en catastrophe financière et émotionnelle, mais qui s'est finalement transformée en leçon de vie profonde. Une leçon douloureuse mais essentielle sur la fragilité trompeuse de notre sécurité quotidienne, sur la facilité déconcertante avec laquelle des criminels peuvent accéder à nos vies intimes. Mais aussi et surtout une leçon magnifique sur la puissance insoupçonnée de notre résilience humaine, sur notre capacité à surmonter les épreuves les plus terrifiantes quand nous ne sommes pas seuls, quand nous avons à nos côtés quelqu'un qui partage vraiment notre chemin. Une leçon profonde sur la peur paralysante, certainement, mais surtout sur l'amour qui la surmonte, sur la confiance qui résiste aux apparences trompeuses, sur la force qui naît du lien authentique entre deux êtres. Et si cette histoire que nous avons partagée avec vous aujourd'hui peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître une tentative de fraude avant qu'il ne soit trop tard, à garder son sang-froid salvateur dans une situation terrifiante et confuse, ou simplement à réaliser pleinement la valeur inestimable de ceux qu'elle aime et qui l'aiment en retour, alors tout ce que nous avons vécu, toute cette douleur, toute cette peur, toute cette reconstruction difficile, tout cela aura eu un sens profond. Tout cela n'aura pas été vain. Merci du fond du cœur de nous avoir écoutés avec patience et attention.
Merci d'avoir partagé ce moment d'intimité difficile avec nous, d'avoir accueilli notre histoire dans votre vie. Et surtout, je vous en supplie, prenez soin de vous dans ce monde complexe et parfois dangereux. Soyez vigilants, mais pas paranoïaques. Soyez prudents, mais pas paralysés par la peur. Et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez vraiment. Cultivez ces liens précieux, protégez-les, nourrissez-les. Parce qu'au final, quand tout le reste s'effondre, quand l'argent peut disparaître, quand la sécurité peut être menacée, ce sont ces liens humains, authentiques, solides, construits patiemment au fil des années, qui restent. Et c'est tout ce qui compte vraiment dans cette vie éphémère et précieuse. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Cette question me poursuit encore aujourd'hui. Si mon histoire vous a touché, laissez-moi un commentaire en dessous. Dites-moi ce que vous avez ressenti, si vous auriez agi différemment, et d'où vous m'écoutez. Votre témoignage pourrait sauver quelqu'un d'autre qui ne reconnaît pas encore les signes d'une manipulation. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez cette communauté qui refuse le silence et partage ses expériences pour protéger les autres. Ensemble, nous sommes plus fortes. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Restez vigilante sans vivre dans la peur. C'est possible. Je suis la preuve vivante que c'est possible.